Bonjour, donc je représente la FEAP. On m'a demandé d'être la porte-parole aujourd'hui sur cette thématique. Donc rapidement, la FEAP, pour ceux qui ne connaissent pas cette fédération, c'est la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne. Ça représente le secteur privé à but non lucratif et donc nous sommes actifs dans le champ du sanitaire et du médico-social. La FEAP, elle accompagne très précisément 701 établissements sanitaires et également de très nombreux établissements dans le secteur social et médico-social. Et vous allez le voir, on pense que ça peut être un avantage quand on veut continuer de développer la chirurgie ambulatoire. Quelques chiffres, donc les hôpitaux privés à but non lucratif qui comprennent également les centres de lutte contre le cancer qui font partie de notre fédération avec Unicancer représentent 8,4% des séjours MCO, 248 000 journées d'ambulatoire et 1635 places. Donc ça c'est pour vous donner l'importance de la FEAP dans cette activité. On peut dire qu'aujourd'hui cette activité d'ambulatoire, elle est concentrée sur 53 établissements sanitaires de notre fédération qui sont très différents en termes de case mix, également en termes de taille et de situation géographique. Globalement, nos établissements se sont investis dans le développement de cette chirurgie depuis une dizaine d'années et notre taux d'ambulatoire a cru depuis 2010 de 41% pour atteindre en 2018 56%. Donc il y a eu effectivement une volonté des différents établissements et des praticiens de s'investir dans cette chirurgie. Et cette chirurgie, si elle a augmenté, c'est bien par une bascule de la chirurgie conventionnelle vers l'ambulatoire. Cependant, beaucoup de nos établissements sont proches de CHU ou également de centres hospitaliers publics parce que nous assurons l'accueil des patients fragiles, des patients précaires et également nous faisons beaucoup de chirurgie lourde et complexe. Alors je vais redire, et vous m'en excuserez, ce qui a déjà été beaucoup dit, mais en tous les cas au niveau des établissements FEAP, ce qui a été vécu au niveau de cette transformation, c'est deux temps. Un premier temps, on va dire, qualifié de plus ou moins facile à atteindre, c'est celui où on a fait cette fameuse bascule. Ça a concerné essentiellement des actes qu'on va qualifier de simples, même si ce qualificatif il est souvent mal vécu, en particulier par la population des chirurgiens. Ce qui fait qu'on a du mal à les entraîner sur cette activité d'ambulatoire. Donc on va retrouver dans cette première catégorie la chirurgie de la cataracte, le canal carpien, on en a beaucoup parlé, la chirurgie des hémorroïdes. Et puis on a dû convaincre nos chirurgiens de développer des chirurgies plus complexes, tout en perdant cette idée que l'ambulatoire c'était en fait une chirurgie dégradée. Et ça demande beaucoup de pédagogie et beaucoup de travail auprès des équipes. Donc il a fallu sortir de ce paradigme pour les entraîner et les convaincre qu'en fait, globalement, c'est très difficile, en une seule journée, de prendre en charge un patient pour une chirurgie complexe et de le faire sortir le jour même. Et ça demande une maîtrise de l'ensemble de la chaîne, et on va parler de parcours, peut-être beaucoup plus précise et beaucoup plus technique que celle que l'on a en chirurgie conventionnelle. Donc, nous sommes passés de la notion de temps de soins isolé à une organisation en parcours. Là aussi, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Et l'acte chirurgical, aujourd'hui, il se situe dans un processus complexe, multiple, faisant intervenir énormément d'intervenants. Chaque étape de ce processus doit être maîtrisée pour assurer la réussite globale de la prise en charge et la sortie dans de bonnes conditions du patient et la poursuite dans de bonnes conditions à domicile ou dans son lieu de résidence du patient. Donc on a beaucoup parlé de ces trois temps. Ces trois temps sont tous d'égale importance, l'amont. Et dans cet amont, il va falloir travailler de façon très poussée sur l'information. Et l'information, pas simplement du patient, mais on s'est rendu compte qu'un acteur nouveau apparaît dans le paysage, c'est l'accompagnant. L'accompagnant, il va falloir lui expliquer qu'est-ce que l'on fait et sa place dans ce système, sa place dans ce processus. Parce que je ne sais pas si vous êtes confrontés à cette situation, mais souvent, nous sommes obligés de convertir des patients parce que l'accompagnant fait défaut.
soit parce que, et ça a été dit d'ailleurs par Madame Olivier tout à l'heure, soit parce que le patient au départ nous a un peu menti en nous disant qu'il avait un accompagnant, soit parce que l'accompagnant a décidé tout simplement de faire autre chose ce jour-là. Il faut définir et respecter les critères d'éligibilité. Je pense que vous vivez tous ces situations où un chirurgien va qualifier le patient en ambulatoire et le patient va être récusé au moment de la consultation d'anesthésie, d'où cette nécessité de travailler ensemble et de faire travailler les équipes et rapprocher les équipes de chirurgie et d'anesthésie. Et puis surtout, ce qu'on constate, c'est que pour réussir, il faut travailler en amont sur la sortie. C'est-à-dire on travaille sur la sortie à l'entrée. Et ça, c'est fondamental si on veut réussir, si on veut bien préparer et si on veut assurer que le patient, une fois rentré à domicile, saura quoi faire en cas de problème. Et par exemple, il faut que, dès le départ, il ait ses ordonnances de sortie pour pouvoir éventuellement aller acheter ses médicaments avant sa chirurgie et ne pas devoir le faire quand il sera rentré à domicile. Donc tout ça, ça s'anticipe. L'acte, donc ce que j'ai qualifié de chirurgie ambulatoire, comme vous l'avez vu, ça nécessite des développements techniques, la mise en place de chirurgie de moins en moins invasive, mais bien entendu, ces techniques, elles bénéficient aussi à la chirurgie conventionnelle, de nouveaux modes d'anesthésie, et puis bien entendu, on en a beaucoup parlé, la RAC, et encore une fois, la RAC, c'est fortement bénéfique au niveau des parcours conventionnels. C'est bien ça qui va nous permettre de limiter les impacts post-opératoires et au niveau de la gestion des établissements, également de diminuer les durées de séjour. Et puis, dans ce parcours, il y a une étape clé, en tous les cas, c'est beaucoup vécu comme ça par les chirurgiens, c'est l'étape de la mise à la rue. C'est bien là que le chirurgien ou le coordonnateur de l'unité de chirurgie ambulatoire va apposer sa signature qui va permettre la sortie. Et là, il engage sa responsabilité. C'est vraiment là qu'il est vraiment confronté à cette activité d'ambulatoire lorsqu'il met sa signature et décide de la sortie du patient. L'aval, donc, on en a parlé également, le suivi du retour à domicile qui doit s'organiser avec, bien entendu, aujourd'hui, nous avons beaucoup mis en place les SMS avant, les SMS après, toute la procédure pour intervenir en cas de problème, la difficulté pour les patients qui sont en ambulatoire le vendredi, comment assurer la réponse en cas de difficulté d'un patient, qui répond, vers qui est-ce qu'on les oriente en interne des hôpitaux. C'est un problème qui n'est pas facile à résoudre et dédier des équipes spécifiquement pour cela n'est pas toujours très simple. Je parle du week-end. Bien entendu, on constate tous que le médecin traitant est un élément majeur, c'est un maillon du système, et ce lien, cette coordination avec les médecins de ville est complexe. C'est toujours très difficile d'inviter, de demander aux médecins de ville de consacrer du temps pour venir assister à des réunions, voire être intégrés dans des processus parce qu'ils sont très occupés. Mais il est fondamental qu'ils comprennent en quoi consistent les différents actes en ambulatoire, en quoi consiste l'ambulatoire pour bien relayer le processus auprès des patients. Et pour qu'ils puissent le faire également, notre responsabilité, c'est bien entendu de mettre à disposition tous les éléments, donc la lettre de liaison, pour qu'ils puissent avoir le suivi du patient sans retour vers l'hôpital. Et donc ce décloisonnement aussi qui est nécessaire entre le sanitaire et le médico-social, travailler probablement de façon plus proche avec les établissements médico-sociaux. Et nous pensons à la FEAP que grâce à ce maillage que nous avons dans le territoire, nous avons probablement un avantage que nous devons travailler sous réserve de la coordination avec les acteurs. Et je vous rappelle que cette coordination, elle n'est pas simple. D'ailleurs, elle n'est pas simple pour toutes les fédérations, pour tous les acteurs. Alors, la chirurgie ambulatoire, effectivement, ça fait apparaître des transformations, des nouveaux métiers, ça fait apparaître des nouvelles organisations, ça fait apparaître des nouvelles configurations architecturales. Au niveau des métiers, on en a parlé, ce qu'on constate, c'est que nos soignants, ils sont confrontés à de nouveaux rythmes de travail. Ce n'est pas la même chose d'avoir un patient pour un temps donné ou de l'avoir dans une chambre, dans son lit, à attendre que le soignant organise sa prise en charge. La charge mentale aussi est différente. La responsabilité du soignant par rapport au patient, elle est vécue différemment. Je vous ai dit l'étape clé de la mise à la rue.
On a besoin aussi de programmation très fine de la chirurgie ambulatoire. Ça impacte l'ordonnancement du bloc. Les chirurgies ambulatoires d'actes complexes doivent être commencées en début de programme. Les chirurgies plus simples doivent finir en fin de programme. Dans les établissements qui font des urgences, c'est souvent complexe parce que vous avez des patients qui vont arriver dans le programme et tout modifier. Donc une nécessité de maîtriser les aspects de programmation. Et puis il faut un nouvel axe de fonctionnement, que ce soit en interne ou en externe, cette coordination en interne entre professionnels, les différents acteurs qui vont intervenir, en externe avec les médecins de ville, les kinés, les infirmières, etc. Et puis comme je vous le disais, avec l'accompagnant. L'accompagnant est une personne clé du processus. Et puis bien entendu, tous ces nouveaux outils numériques qui permettent d'améliorer, d'optimiser les flux, eh bien, il faut que nos personnels soient formés, il faut qu'ils les maîtrisent totalement. Alors aujourd'hui, ces parcours, ils se caractérisent par quoi? Eh bien, tout simplement par la gestion de flux. Et la gestion de flux, ce n'est pas évident. Ce sont des techniques, ce sont des méthodes spécifiques qu'il faut introduire dans les établissements de santé et qu'il faut maîtriser. D'où l'importance de la programmation, je vous en ai parlé. Il faut éviter que le patient attende, à quelle que soit l'étape dans le processus. Quand il arrive le matin pour sa chirurgie ambulatoire, il faut éviter le temps d'attente entre l'accueil et le vestiaire, entre le vestiaire et l'infirmière qui va prendre les constantes, entre l'infirmière et la salle de transit, entre la salle de transit et le bloc, entre le bloc et les box dans lesquelles il va être mis en attente. Alors là, je vous parle des box dans lesquelles il va être mis en attente. Nous avons certains établissements qui ont abandonné les chambres individuelles, les box individuelles dans nos établissements et ils ont des box sur lesquelles ils vont faire de la rotation multiple pour permettre l'optimisation de leur prise en charge. Les outils numériques vont permettre d'optimiser ce parcours. Dans certains de nos établissements, nous avons mis en place la géolocalisation qui va permettre d'identifier à quel moment de son parcours se situe le patient et également de retourner vers l'accompagnant pour le tenir informé. Enfin, la reconfiguration architecturale, on en a parlé, on est tous avec des établissements conçus initialement pour faire de la chirurgie conventionnelle, de l'hospitalisation conventionnelle. C'est très compliqué, on ne part pas d'une feuille blanche quand on doit faire une unité de chirurgie ambulatoire. On a des contraintes architecturales multiples. On n'a pas, surtout pour les établissements d'Île-de-France, des réserves foncières qui vont nous permettre de construire de nouvelles unités. Donc la marche en avant qui est nécessaire, parfois avec les contraintes, c'est compliqué. On a beaucoup de cabinets d'architectes qui nous proposent des unités de chirurgie ambulatoire assez futuristes. On en rêve tous, mais les contraintes nous imposent souvent de faire autrement. On a la réflexion entre le bloc dédié ou le bloc mixte, c'est-à-dire chirurgie conventionnelle, chirurgie ambulatoire. Et puis, certains établissements ont la chance de pouvoir avoir l'unité de chirurgie ambulatoire à proximité du bloc, ce qui permet d'optimiser le fonctionnement. Alors, le financement, aujourd'hui, ce qu'on a pu constater, c'est que le financement de la chirurgie ambulatoire, en fait, c'était conçu comme de la chirurgie conventionnelle sans hébergement. Comme ça que nous sommes rémunérés. Or, ce que l'on constate, c'est qu'il y a énormément de nouvelles ressources à dédier, à mettre en place, de nouveaux processus à développer pour faire en sorte que cette chirurgie se passe bien. Et actuellement, tous ces moyens, toutes ces ressources ne sont pas financées. Et donc la notion de TADOR qui a été évoquée tout à l'heure, on va se mettre à le chercher activement, mais pour l'instant, nous ne l'avons pas encore identifié. C'est coûteux de vouloir faire toutes ces modifications, donc que ce soit les investissements dans les technologies médicales, que ce soit les investissements dans les outils numériques, dans les ressources que l'on va devoir mettre, par exemple les infirmières de réhabilitation de RAC, que ce soit dans les modifications architecturales, c'est très coûteux pour les établissements. Alors, le retour sur investissement, si je me place au niveau national, on espère qu'il va se situer au niveau de la qualité des prises en charge avec les patients. Et il faut respecter ce qui a été dit tout à l'heure par les usagers. Le patient, il a sa caractéristique propre en termes de pathologie, en termes sociaux et en termes psychologiques. Donc on espère que si tout ça est pris en considération et qu'on lui propose l'ambulatoire,
et qu'il l'accepte, qu'il sera satisfait des résultats. Et puis, il y a une idée qui fait jour, c'est de se dire que si cette qualité est effectivement au rendez-vous, peut-être aurons-nous des diminutions des arrêts de travail au niveau collectif, et bien cela pourrait nous permettre de faire des économies. Enfin, pour l'équilibre financier, juste pour résumer, pour les établissements actuellement, on constate des moindres recettes et des coûts élevés et bien entendu la perte des recettes d'hôtellerie. Alors la position de la FEAP sur 70% d'ambulatoires de chirurgie ambulatoire en 2022, le professeur Friedlander disait ce matin en ouverture que c'était un slogan. Je vais faire un parallèle avec le slogan des 5 fruits et légumes par jour. On sent tous que ça doit être bon pour la santé, mais globalement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc pour la chirurgie ambulatoire, ce qu'il faut, c'est ne pas avoir l'esprit de système et considérer qu'en fonction de la spécificité des établissements, de leur case mix, de leur situation géographique, de leur capacité à adapter leur environnement architectural, eh bien, il y aura la capacité ou non d'atteindre un tel taux. Et qu'on ne peut pas demander la même chose à un établissement qui fait pratiquement que de l'ophtalmologie et à un établissement dont le case mix se rapproche d'un CHU. Alors, au niveau des adaptations réglementaires, une des réflexions que nous avons, et je sais que c'est contradictoire avec l'ambulatoire, mais néanmoins on vous la livre, c'est pour certains patients, des patients fragiles, est-ce qu'ils ne seraient pas autorisés, par exemple, à l'issue d'un séjour en ambulatoire à l'hôpital, de pouvoir quand même mettre en place une HAD. Je sais que pour l'instant, ce n'est pas comme ça que c'est conçu. Et également des facilités d'hébergement temporaire, peut-être dans des hôtels hospitaliers, et également la rémunération en ambulatoire pour les patients qui retournent en EHPAD. Donc oui, on a besoin d'incitations financières. Je vous rappelle qu'au niveau des établissements FEAP, il est assez difficile d'avoir accès aux subventions financières de type Copermo. Donc c'est compliqué, encore une fois, ces niveaux d'investissement qui nous sont demandés. Enfin, nous pensons qu'il y a encore un gros besoin d'information dans la population, que ce soit pour les patients potentiels ou leurs accompagnants, et que peut-être une campagne nationale faisant la promotion pourrait aider à faire comprendre ce que c'est, et ça pourrait également toucher tous les professionnels de ville qui font partie prenante de ces prises en charge, et bien sûr, je répète, la formation des équipes et ce travail en équipe qui est nécessaire. Merci.